C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la rentrée scolaire à Goma, une rentrée timide. De nombreux parents ont encore peur d'envoyer leurs enfants à l'école. La capitale du Nord Kivu est toujours contrôlée par l'AFC M23, soutenue par le Rwanda. Reportage dès le début de ce journal. Début de campagne pour les élections générales au Malawi. Le président sortant est candidat à sa propre succession. Face à lui, 16 prétendants à la magistrature suprême. 229 postes de députés sont également à pourvoir. La correspondance régionale dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Afrique du Sud où s'est tenue la 6e édition du Comic Con Africa pour le plus grand plaisir des fans de BD, de jeux vidéo et de manga. Coup de projecteur sur cet événement haut en couleur à suivre. Jour de rentrée des classes pour des millions d'écoliers en République démocratique du Congo. Cette rentrée est particulière dans le nord et le sud Kivu, dans l'est du pays, contrôlé par l'AFC M23. Beaucoup de parents hésitent encore à envoyer leurs enfants à l'école en raison de l'insécurité. Mais les professeurs ont répondu présent. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula avec les images de Fidel Kitsa. Cartable flambant neuf sur le dos, les enfants de la famille Bayenza sont prêts à retrouver les bancs de l'école. On n'a pas peur. On présume que aujourd'hui c'est la rentrée. Je suppose que ça va prendre fait. L'année aussi va continuer normalement. Les parents espèrent une année scolaire complète, car l'année dernière, les écoles du Nord Kivu ont dû fermer pendant plusieurs semaines en raison des combats dans la ville. À partir d'aujourd'hui, vous entrez dans vos salles de classe, vous gardez vos bouches cousues. Personne ne doit parler sans autorisation de l'enseignant. Piqûre de rappel dans la cour de cette école et c'est la vie qui reprend son cours. Goma est administrée par l'AFC M23 depuis janvier dernier. C'est la première rentrée scolaire sous contrôle rebelle. Alors certains parents ont eu peur d'emmener leurs enfants à l'école. Quand nous parlons des sciences, Pour ce professeur d'histoire, pas de temps à perdre. Il a commencé son cours malgré des bancs clairsemés. vous voyez aujourd'hui les élèves ne sont pas tous là. Bon, espérons que demain ou après-demain les élèves seront là. Les passés. Dans les classes du Nord Kivu, ce sont les programmes nationaux qui seront enseignés. Et malgré une grogne des enseignants pour l'augmentation de leur salaire, tous ont répondu présent pour la rentrée. Nous n'avons aucune école fermée parce que sur tout l'espace libéré par l'AFC M23, nous avons les rapports, toutes les écoles sont bien sécurisées. Tous les enseignants auront leur salaire payé par l'État congolais. À Goma, pour beaucoup de familles, l'essentiel est de faire classe, avec dans toutes les têtes l'espoir d'une paix durable pour ces générations qui n'ont connu que la guerre. La campagne pour le référendum en Guinée a démarré ce dimanche. Pour le moment, le gouvernement n'a pas tenu de meeting pour appeler à un vote le 21 septembre prochain. Les partis politiques d'opposition suspendus ne sont pas autorisés à avoir des activités politiques. Seuls quelques mouvements de soutien aux autorités de transition ont mené des activités en faveur du vote. Autre élection générale au Malawi. Le scrutin est prévu le 16 septembre prochain. La campagne a démarré ce lundi. Le président sortant, Lazarus Chakwera, se présente à un second mandat. Face à lui, 16 candidats. 229 postes de députés sont également à pourvoir. On fait le point avec notre correspondante régionale Caroline Dumais. Le président sortant, Lazarus Chakwera, n'a pas encore fait son grand meeting, mais un peu partout dans le pays, ses troupes se mobilisent. Le MCP, Malawi Congress Party, est le plus vieux parti du pays, qui date de l'indépendance. Il avait perdu le pouvoir en 1994 avec l'avènement du multipartisme, et puis il était retourné au gouvernement en 2020 à la faveur d'une alliance de 8 partis, une alliance qui ne fonctionne plus. Alors le président sortant a beaucoup d'opposants, dont 2 anciens chefs d'État. La campagne était très tendue au début, il y a eu 2 morts, mais pour la porte-parole du parti au pouvoir, la situation s'est stabilisée. Nous sommes le parti qui a été attaqué à plusieurs reprises. Même le convoi du président a reçu des pierres. Il y a de la violence politique, mais je dois dire qu'il n'y a plus de problème désormais.
Avec 17 candidats à la présidentielle, le vote sera morcelé. Parmi les favoris, le président sortant, mais aussi un ancien chef de l'État, Peter Mutharika. Et puis, on pourrait aussi avoir des surprises, comme ce petit parti, l'UTM, qui avait déjà emporté le vote des jeunes en 2019. Pour le porte-parole, l'important est de redresser l'économie. Les gens espéraient du progrès en 2020, mais on a échoué. 5 ans après, on voit bien qu'il n'y a pas eu de progrès. Nous n'avons pas réussi à sortir les gens de la pauvreté. Entre une inflation galopante, un manque crucial de devises et un chômage qui ne fait que croître, les difficultés économiques sont le principal thème de campagne de ce scrutin. La situation au Darfour, dans l'ouest du Soudan, la ville d'El Fasher est assiégée depuis plus d'1 an par les paramilitaires des forces de soutien rapide qui veulent la prendre à l'armée régulière. Les camps de réfugiés ne sont pas épargnés et l'aide humanitaire peine à être acheminée. Et la situation est très critique, mais du côté de la capitale Khartoum, la capitale a également du mal à se relever de ce conflit. L'armée a pu reprendre la ville après de violents combats qui ont détruit de très nombreuses infrastructures, notamment dans les centrales électriques. Hadi Minte. Centrale électrique en ruine dans le quartier de Riyad à Khartoum. Elle alimentait 80% des foyers de la capitale. Depuis sa destruction, les coupures sont devenues la norme, allant jusqu'à 14 heures par jour. Des centaines de volontaires tentent de remettre le réseau en état. Les dégâts sont très importants, en particulier dans la principale station de distribution d'électricité. Les paramilitaires des forces de soutien rapide visaient l'huile de transformateur et les câbles en cuivre. L'ampleur des dégâts est immense. La guerre déclenchée en 2023 a laissé la capitale dévastée. Tombée d'abord aux mains des paramilitaires des forces de soutien rapide, elle a été reprise par l'armée en mars dernier. Aujourd'hui encore, une grande partie de la ville reste plongée dans l'eau noire. Les hôpitaux survivent grâce aux générateurs, mais ceux-ci consomment des quantités considérables de carburant. Nous avons souffert de coupures d'électricité ici. Nous disposons de 2 très gros générateurs. Mais leur consommation de diesel est très élevée et ils nécessitent 5 à 6 barils par jour pour fonctionner. Selon l'ONU, 350 millions de dollars seront nécessaires pour réhabiliter les infrastructures de base dans le pays. Le 9e président de la Banque africaine de développement a officiellement pris ses fonctions ce lundi à Abidjan. Il succède pour 5 ans à l'économiste nigérian Akinwumi Adesina. Dans son discours d'investiture, le nouveau président a promis de renforcer le rôle de la BAD comme moteur du développement du continent. Écoutez ces propos recueillis par nos correspondants Makamara et Damien Kofi. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. Je demeure confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience. L'Afrique nous regarde. La jeunesse nous attend. Le temps est à l'action. Ce soir, on part au Tchad pour faire un point sur l'épidémie de choléra qui a frappé le pays. Plus de 1000 cas suspects ont été enregistrés et près de 80 personnes ont succombé à la maladie. Les autorités tchadiennes tentent de renforcer la prise en charge des malades avec l'aide de ses partenaires humanitaires. Les premiers vaccins contre la maladie ont été livrés dans l'est du pays. Reportage d'Harold Girard. Quelques dizaines de lits et une équipe médicale dévouée 24 heures sur 24. Le centre de traitement du choléra du village de Tréguine se trouve dans la zone du Tchad où le nombre de malades augmente le plus rapidement. Ici, les patients sont totalement confinés. Pour m'emmener ici, il a fallu que les médecins me portent. J'étais vraiment très faible. J'ai ensuite été soigné pendant 2 jours et grâce à ça, je me suis rétabli. Au début, dans le camp, il n'y avait pas beaucoup de malades, mais avec la saison des pluies, le nombre de cas a explosé.
Le choléra se transmet principalement via une contamination de l'eau par des matières fécales ou encore par l'ingestion d'aliments déjà contaminés. Surveiller la progression de la maladie en permanence demande des moyens humains conséquents, des moyens qui souvent manquent dans les localités rurales. Nous ne pourrons pas dire qu'on a beaucoup de médecins ni des infirmiers. Les ressources humaines, ça manque. Ceux qui sont là essayent de donner le mieux d'eux. Que ce soit l'État tchadien, que ce soit les partenaires humanitaires qui sont là avec les bailleurs de fonds, essayent de donner ce qu'ils ont pour riposter. Mais les gaps sont assez énormes. Il y a des centres de santé qui n'ont pas des unités de traitement de choléra. Il y en a qui en ont, mais qui ne répondent pas aux normes. Pour renforcer les capacités des structures médicales de la région, les bailleurs de fonds des ONG se rendent régulièrement sur le terrain, comme ici dans cette unité de traitement du choléra au centre du village voisin. Il faut financer vite et le plus précisément possible. Dans les prochains mois, l'Union européenne va financer 4 partenaires, IMC, IRC et OMS dans le médical et UNICEF dans la réponse en eau, hygiène, assainissement. L'espoir, c'est que sur les 3 prochains mois, cette réponse humanitaire de l'Union européenne puisse avoir un effet direct sur le nombre de cas de choléra, tant ceux qui sont pris en charge que la prévention des cas, pour pas qu'il n'y ait de cas supplémentaires. Depuis le début de l'épidémie au Tchad, en juillet dernier, près de 1200 cas suspects ont été signalés. Un chiffre en nette augmentation par rapport à la dernière vague de choléra dans le pays, en 2019, où moins de 100 personnes avaient été enregistrées comme contaminées. La culture geek à l'honneur depuis jeudi en Afrique du Sud. Des milliers de fans de BD, de jeux vidéo, de mangas ou comics ont afflué à Johannesburg pour la 6e édition du Comic Con Africa. Clémence Valère vous en dit plus. Ils sont des dizaines de milliers de cosplayers, gamers ou simples fans venus de toute l'Afrique du Sud. Certains n'hésitent pas à se déguiser. On peut croiser Luffy du manga culte One Piece, le mercenaire Deadpool ou même le guerrier Guts de la série Berserk. En résumé, Guts est quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves, des épreuves qui auraient poussé d'autres personnes à abandonner, mais il n'a pas baissé les bras. Lancé en 2018, le Comic Con Africa vise à devenir le plus grand rendez-vous de la culture geek de l'Afrique, en s'inspirant du succès du Comic Con américain. Au programme, tournois de jeux vidéo ou concours de cosplay, des épreuves où les participants incarnent leurs personnages préférés. Celui ou celle qui remporte le championnat ira aux championnats du monde qui auront lieu à Londres l'année prochaine. Ce qui était incroyable, c'est que la première personne que nous avons envoyée au Comic Con US est devenue la gagnante mondiale. Puis la personne suivante que nous avons envoyée est arrivée 2e au niveau mondial. Alors maintenant, tout le monde se dit « Ok, le Comic Con Africa, c'est du sérieux ». Les festivaliers pourront aussi participer à des colloques et rencontrer scénaristes ou dessinateurs, mais aussi des acteurs tels que Misha Collins de la série Supernatural ou Dan Folger des Animaux Fantastiques. Selon les organisateurs, près de 70 000 visiteurs sont attendus au cours des 4 jours de festival. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Conflits, renseignements, défense, commerce international, sanctions économiques, droits de douane, taxes aux frontières, guerre technologique, retour au protectionnisme, ressources énergétiques, mondialisation, blocus, duel américano-chinois, place boursière bousculée, influence. Même le chaos du monde a un sens. Pour le trouver, rejoignez-moi dans Aux Avant-Postes. Aux Avant-Postes, présenté par Ali Laïdi sur France 24. Les portes s'ouvrent. C'est quand même incroyable comment ils sont faits. C'est quelque chose de fou. Ça résonne en nous. C'est comme si tu étais dans un autre monde. Chaque jour, la culture fait du bruit sur France 24.